En plein cœur de Londres, une secte a opéré dans l'ombre durant des décennies. Et ce, jusqu'à ce que l'on découvre que l'une de ses victimes n'avait jamais connu d'autre vie que celle de l'enfermement et des abus. Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Si ça n'a pas encore été fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Mais avant que l'on entre plus en détail dans notre affaire du jour, je suis ravie de vous présenter notre sponsor qui n'est autre que Babbel. Babbel, c'est la plateforme d'apprentissage des langues la plus populaire avec pas moins de 16 millions d'abonnements vendus. Apprendre une nouvelle langue n'a jamais été aussi fun et facile. Vous pouvez vous-même choisir de quelle manière vous voulez pratiquer votre langue, que ce soit par l'écoute, par l'écriture, en parlant ou encore à l'aide de cartes mémo. Et j'aime particulièrement le fait que Babbel nous mette face à des situations concrètes de la vie quotidienne et pas juste à des listes de mots à apprendre par cœur. Et sachez que tous les cours sont conçus par des professeurs de langue qualifiés et des experts en linguistique. Résultat, on apprend une langue telle qu'elle est réellement parlée. Et pas la peine pour autant d'y passer des heures entières chaque jour. Il vous suffit de quelques minutes quotidiennement pour observer une véritable progression. Au moment où vous regardez cette vidéo, je me trouve justement en voyage au Brésil. Un voyage auquel j'ai pu me préparer grâce à Babbel. Et aujourd'hui, je n'ai pas le moindre souci à tenir une conversation en portugais ou encore à commander au restaurant. Eu gostaria de uma caipirinha e pastel de queijo, por favor. C'est probablement la phrase que j'ai le plus utilisée jusqu'ici. Mais si le portugais ne vous intéresse pas, aucun stress. Babbel vous donne la possibilité d'apprendre ou de vous perfectionner dans pas moins de 14 langues différentes. Que ce soit en préparation à un futur voyage, pour le travail ou encore juste pour le plaisir, Babbel vous accompagne tout au long de votre apprentissage. Et à l'approche de la Saint-Valentin, quoi de plus romantique que d'apprendre à dire « je t'aime » dans une nouvelle langue pour surprendre votre partenaire. Pour cela, j'ai une offre incroyable à vous partager, car grâce au lien que vous allez retrouver dans la description de la vidéo, vous pouvez bénéficier d'un rabais allant jusqu'à moins 55% sur votre abonnement Babbel. Profitez-en dès aujourd'hui et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle langue vous avez commencé à apprendre avec Babbel. Un très grand merci à Babbel d'avoir rendu cette vidéo possible et je vous laisse dès à présent vous installer bien confortablement pour notre affaire du jour. L'État du Kerala, localisé au sud de l'Inde, est connu pour ses parcs nationaux, ses sublimes plages de sable blanc et ses longs courants d'eau traversant des forêts tropicales. Et c'est dans cet état sauvage que Aravindan Balakrishnan voit le jour au mois de juillet de l'année 1940. En grandissant, Aravindan, qui est plus souvent surnommé Bala, est très proche de ses parents. Il est majoritairement élevé par sa mère, car son père, qui travaille à ce moment-là pour l'armée, est très souvent absent de la maison. Et justement, alors que Bala n'est âgé que de 10 ans, son père se voit muté pour le travail. Et toute la petite famille plie à leurs bagages et quitte leur petite maison localisée en pleine nature pour aller s'installer dans le centre-ville de Singapour. Un changement assez brutal, auquel Bala semble cependant très bien s'adapter. À l'adolescence, il étudie à l'université de Singapour. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire de lui, c'est qu'il est un jeune homme très sûr de lui, parfois même jugé hautain par certains de ses camarades de classe. Bala n'est pas bien grand. Il mesure à peine plus d'1,50 m, ce qui va être source de moquerie autour de lui. Mais il ne va pas se laisser faire et va au contraire utiliser cela comme une force. Car pour lui, son physique importe peu. Il sait au fond de lui qu'il est une personne supérieure aux autres êtres humains et qu'il a même en lui un véritable pouvoir divin. À l'âge de 23 ans, il obtient un visa d'études à l'étranger et il quitte Singapour et sa famille pour aller s'installer dans le centre de Londres, en Angleterre, où il rejoint l'école d'économie et de sciences politiques de Londres. Bala est une personne très intelligente qui a toute sa vie eu énormément de succès dans ses études. Et son arrivée en Angleterre, dans un pays lui étant inconnu, où il ne connaît personne, ne va cependant pas changer cela. Sur place, il excelle et il obtient d'excellents résultats scolaires. Mais ses idéologies vont très rapidement évoluer et pas dans le bon sens. Comme mentionné précédemment, Bala a toujours eu ce sentiment de supériorité face aux personnes l'entourant.
Mais il va à ce moment-là aussi développer ce même sentiment de supériorité, cette fois-ci envers l'autorité et les lois. Alors qu'il découvre tout juste la monarchie britannique et la vie londonienne, qui est bien loin de ce qu'il avait connu jusque-là, il commence à se rebeller contre l'autorité et il ne cesse de répéter que le gouvernement britannique est fasciste, qu'il contrôle ses habitants de la pire des manières et qu'il refuse de se plier à cela. Il espère créer une révolution en se joignant à plusieurs mouvements de résistance et en participant à de nombreuses manifestations. Mais cela ne lui suffit pas, car Bala veut voir les choses changer très rapidement. Et surtout, il souhaite que ses idées soient entendues par le plus de personnes possible. Ce qui est assez difficile lorsqu'il se trouve au sein d'un mouvement dont il n'est pas le créateur. Parmi les groupes dont il fait partie se trouve le Parti communiste révolutionnaire de Grande-Bretagne. Mais Bala, qui se fait de plus en plus vocal et qui commence même à se montrer agressif envers certains des membres, finit par en être exclu. Une décision qu'il va avoir beaucoup de mal à accepter. Il est totalement foudrage. Une idée lui vient alors, celle de créer son propre mouvement, dont lui et lui seul aura les rênes. Et c'est ainsi qu'il crée sa propre organisation qu'il nomme l'Institut des travailleurs de la pensée marxiste-léniniste-maoïste. Une organisation qui voit le jour dans un bâtiment localisé au sud de Londres, dans le quartier de Brixton. Il va alors recruter quelques personnes faisant partie du mouvement dont il avait été exclu. Et ensemble, ils vont passer leur journée dans la rue, à protester et à essayer de relier d'autres personnes à leur mouvement. Leur but principal est de construire des bases révolutionnaires dans les communautés ouvrières de Londres. Bien rapidement, Bala se retrouve entouré d'une vingtaine de personnes. Et c'est à ce moment-là qu'il entame son petit lavage de cerveau digne d'un meneur de secte. La plupart des membres du mouvement vivent ensemble dans ce fameux bâtiment de Brixton. Et Bala va commencer à y instaurer des règles. Premièrement, les hommes et les femmes vivaient séparés. Ils dormaient chacun dans une pièce à part et il était totalement interdit pour eux d'avoir des relations intimes. La seule et unique personne dans le mouvement qui était autorisée à aller passer la nuit dans la chambre des femmes se trouvait être Bala, bien évidemment. Deuxièmement, tous les membres doivent partager les mêmes points de vue que Bala. Il était interdit de le contredire. Il avait toujours raison et savait tout mieux que tout le monde. C'est simple, si l'un d'entre eux venait à être en désaccord avec lui, il était mis à la porte. Et comme tout bon meneur de secte, il va commencer à isoler ses adeptes en les forçant à couper les ponts avec leurs proches. Et croyez-moi, ceci n'est que le début du cauchemar. En 1971, il épouse Chanda Patni, une jeune femme qu'il a rencontrée à l'école d'économie et de sciences politiques de Londres. Elle est originaire de Tanzanie, mais elle a, tout comme Bala, grandi en Inde avant d'immigrer en Angleterre durant son adolescence. Chanda est elle aussi très engagée politiquement, et les discours de Bala vont rapidement lui parler et la convaincre. Il ne lui prend pas longtemps avant de se joindre à son mouvement et de fil en aiguille développer une relation amoureuse avec lui. Mais ce mariage ne va pour autant pas empêcher Bala de continuer à entretenir des relations intimes avec les autres membres de sa secte. Et cela sous les yeux de Chanda. Tout semble plutôt bien se passer pour Bala et son petit groupe. Et ce, jusqu'à ce qu'il ne se retrouve envoyé derrière les barreaux pendant 2 mois après avoir agressé l'un de ses voisins. Alors que le mouvement se trouvait en pleine réunion dans leurs locaux, Bala était très fortement agacé par certains de ses voisins qui faisaient beaucoup trop de bruit à son goût. Il s'est alors empressé d'attraper un large couteau à viande dans sa cuisine, s'est rendu jusqu'à chez son voisin et a tenté de le poignarder à plusieurs reprises. Par miracle, Bala ne va faire aucun blessé. Mais cet événement va cependant attirer l'attention sur lui et sur son petit mouvement très étrange. Les voisins commencent à se questionner et à se demander ce qu'il se passe réellement derrière les murs de ce bâtiment. Et quelques mois après sa libération, justement, l'un de ses voisins va contacter la police pour les informer soupçonnés que Bala et son petit groupe se livrent à du trafic de drogue. Ni une ni deux, une équipe de police est envoyée sur place et fouille l'entièreté des lieux. Ils vont trouver toute cette situation un petit peu étrange, mais ils ne vont pour autant découvrir ni drogue, ni quoi que ce soit d'illégal à l'intérieur du bâtiment. C'est la goutte de trop pour Bala qui ne supporte plus d'avoir ses voisins sur le dos. Il décide alors qu'il est temps pour le petit groupe de déménager. La secte ne va cependant pas partir bien loin, car ils vont poser bagages dans une maison localisée dans le même quartier. Mais cette fois-ci, les règles qu'il impose à ses adeptes vont se durcir. Par exemple, il leur est désormais totalement interdit de quitter la maison. Il ne leur est autorisé d'en sortir qu'en cas d'extrême urgence.
Et pour appuyer cette décision, il leur explique que le gouvernement est totalement contre les idées qu'ils défendent et que si l'un d'entre eux venait à croiser un employé des forces de l'ordre, alors il serait immédiatement placé en prison. Ce qui est assez ironique au final, car ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que la véritable prison se trouvait à l'intérieur de cette maison, aux côtés de Bala. Il va aussi leur être demandé de revendre absolument tous leurs biens personnels, leurs maisons, leurs meubles, leurs voitures, et bien évidemment, la totalité de l'argent qu'ils vont récupérer de ces ventes doit être remise à Bala. C'est à ce moment-là que certains des membres vont décider de faire marche arrière et de quitter le mouvement. C'est trop pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie. Et le petit groupe va alors passer d'une vingtaine de personnes à seulement 7 membres. Mais ça n'est pas ça qui va l'arrêter, bien au contraire. Car Bala, qui est à ce moment-là plus sûr de lui que jamais, va changer de discours et va se mettre à affirmer ne pas être un homme comme les autres. En fait, il n'est même pas un homme du tout. Il est Dieu. Et oui, il va leur faire croire qu'il se trouve être Dieu en personne et qu'il a été envoyé sur Terre pour les sauver. C'est exactement le même discours qu'on a pu déjà entendre par le passé dans les dizaines de sectes dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais Bala ne va pas s'arrêter là, car à chaque fois que ses adeptes gobent à l'un de ses mensonges, il en ajoute un autre. Et une fois qu'ils vont tous être convaincus qu'ils vivent en la présence du Tout-Puissant, il va leur affirmer être en plus de cela immortel et avoir absolument tous les pouvoirs sur Terre. Aucune loi, aucun chef d'État, aucune puissance n'a de pouvoir sur lui. Il peut en un simple claquement de doigts mettre fin à la vie de n'importe qui. Il contrôle l'avenir, les guerres et même le temps. Il affirmait même que la fission de l'atome, le premier pas sur la Lune et la prise de la Bastille avaient eu lieu grâce à lui. Il va aller jusqu'à forcer ses adeptes à régulièrement chanter des chansons à sa gloire et à célébrer de manière presque religieuse les anniversaires de sa conception et de sa naissance. Et si ses adeptes veulent vivre, alors il vaut mieux pour eux qu'ils lui obéissent. Car si l'un d'entre eux venait à lui désobéir ou encore à tenter de prendre la fuite, alors juste par la pensée, Bala serait capable de les faire s'enflammer spontanément et mourir. À ce moment-là, c'est un véritable climat de peur qui règne sous son toit. Mais on s'entend que Bala était en réalité un être humain comme un autre. Un être humain qui devait parfois s'absenter de la maison et qui dormait durant la nuit. Et pour s'assurer que personne ne profite de ces moments-là pour prendre la fuite, il invente une force invisible qui, d'après lui, surveille les moindres mouvements des membres de sa secte. Cette force invisible, il la nomme Jackie. Jackie est en réalité un acronyme des mots Jéhovah, Allah, Christ, Krishna et l'immortel Iswaran. Iswaran se trouve être le nom d'un grand maître spirituel, auteur, traducteur et interprète d'origine indienne. Jackie est donc cette force invisible, inventée de toutes pièces par Bala, qui exerce un pouvoir sur le monde entier, mais surtout sur ses 6 adeptes. Bala leur fait donc comprendre qu'elles sont constamment surveillées. Et même lorsqu'elles se trouvent seules dans une pièce, Jackie est capable de voir et d'entendre ce qu'elles font. Elles ont donc plutôt intérêt à respecter ces règles et surtout à ne jamais tenter de fuir. Et parmi ces nombreuses règles, la plus importante était de ne jamais quitter la maison et de n'avoir aucun contact avec le monde extérieur, en aucun cas. Et il en va de même en ce qui concerne les visites médicales. Peu importe si l'un d'entre eux venait à se blesser ou encore à tomber malade, et peu importe le degré de gravité de la situation. Personne ne quittait la maison, un point c'est tout. Et pour s'assurer que ses adeptes lui restent fidèles, il les manipule en leur répétant sans arrêt à quel point elles sont chanceuses d'avoir été choisies pour se joindre à lui et à son mouvement. Et oui, je dis chanceuses, car la totalité de ses adeptes à ce moment-là se trouvaient être des femmes. Aux côtés de Bala, on retrouve sa femme Chanda et la sœur de cette dernière qui était handicapée et qui avait été placée sous sa garde, mais aussi 4 jeunes étudiantes âgées à ce moment-là entre 20 et 26 ans. Aisha Wahab, une jeune femme d'origine malaisienne ayant immigré en Angleterre pour ses études à l'âge de 24 ans et ayant rejoint le mouvement quelques mois plus tard seulement. Et figurez-vous d'ailleurs que Aisha était fiancée lorsqu'elle avait rejoint la secte. Son fiancé s'était lui aussi joint à elle et avait rejoint le mouvement de Bala, avant de finir par se rétracter et par briser en même temps ses fiançailles avec Aisha. Il y avait aussi Joséphine Rivel, plus connue comme Josie, une jeune violoniste très talentueuse qui étudiait au Royal College of Music avant de rejoindre le groupe. Okar Eng, une jeune infirmière originaire elle aussi de Malaisie. Et enfin Sean Davis, une jeune étudiante anglaise. Sean qui va d'ailleurs avoir une grande importance dans cette affaire.
Plus les mois passent, plus le contrôle de Bala sur ces 6 jeunes femmes est fort. Il les isole, il les manipule et il les terrifie jour après jour après jour. Mais pas que, car il va aussi se mettre à les battre et à abuser d'elles. Les 6 femmes sont victimes d'agressions sexuelles de la part de Bala pratiquement tous les jours. Et cela va durer des années entières. Et c'est ainsi que durant l'année 1982, Shawn va tomber enceinte de Bala. Et elle donne naissance en 1983 à la petite Katie Morgan Davis. Katie va en réalité se voir donner à la naissance le nom de Prem Mapinduzi Davis, qui est un mélange de mots en hindi et en swahili, qui signifie l'amour de la révolution. Plus tard, à l'adolescence, elle va se faire surnommer Rosie, puis elle va officiellement changer de prénom pour celui de Katie. Je vais donc l'appeler Katie tout au long de cette affaire pour que ce soit un petit peu plus clair. Katie fait donc son arrivée dans le monde au milieu de cette secte, dans la maison de Brixton, aux côtés de Bala et de ses 6 adeptes. Très vite, il va être décidé que Katie ne sera jamais mise au courant de la véritable identité de ses parents. Elle sera élevée par les 7 membres de la secte de manière égale et ils ne devront jamais aborder ce sujet avec elle. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est que l'enfance de Katie a été un véritable enfer. D'après mes recherches, elle serait née à l'intérieur de cette fameuse maison où vivait la secte, une maison qu'elle va elle aussi avoir pour interdiction de quitter. Et même si elle se trouve entourée de 6 femmes, dont une se trouve être sa mère biologique, je le rappelle, elle ne va jamais recevoir le moindre amour maternel. Bala va catégoriquement interdire aux fidèles de donner la moindre attention et la moindre affection à la petite Katie. On s'occupe à peine d'elle. Personne ne la prend dans ses bras, ne joue avec elle ou même ne lui sourit. Elle grandit dans un environnement extrêmement froid, où, mis à part la nourrir et changer ses couches, personne n'a le moindre contact avec elle. Lorsqu'elle pleurait donc, personne n'allait la voir, personne ne la réconfortait. Et si ses pleurs ne s'arrêtaient pas assez rapidement au goût de Bala, alors il prenait les choses en main et faisait appel à la violence pour la faire taire. Katie se retrouve donc régulièrement battue dès sa naissance et elle va être élevée selon les règles de la secte. On lui rappelle sans arrêt que Bala est un être supérieur doté de pouvoirs surnaturels et que si elle n'obéit pas, alors Jackie, la force invisible contrôlée par Bala, n'hésitera pas à la tuer. Et pratiquement chaque jour, on lui rappelle que le monde extérieur est un véritable danger pour elle et qu'elle ne doit en aucun cas quitter la maison. La petite Katie va donc grandir dans un environnement à l'intérieur duquel aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre. Elle est constamment isolée, ignorée et violentée. Elle a aussi pour interdiction de rire, de pleurer, de courir ou de faire le moindre bruit. Elle n'a pas non plus le droit de s'amuser et ne possède d'ailleurs aucun jouet. Vous vous en doutez, elle ne va pas à l'école. Ce sont les adeptes de Bala qui vont se charger de lui apprendre à lire et à écrire. Et ce sont d'ailleurs les seules et uniques choses qui vont lui être inculquées. Tout comme pour les autres membres de la secte, les visites médicales lui étaient catégoriquement interdites. Katie ne va donc jamais voir de médecin. Et d'ailleurs, la secte était aussi catégoriquement contre l'utilisation de médicaments. Lorsque l'un d'entre eux tombait malade, d'après Bala, le seul et unique remède était de lui donner tout son temps et son énergie, et alors Bala, en échange, serait capable de miraculeusement les soigner. Et il en va bien évidemment de même en ce qui concerne les dentistes. Bala était entièrement contre l'idée de se rendre chez un dentiste ou même de se brosser les dents. Il était convaincu qu'il était bon pour eux de laisser pourrir leurs dents et de les laisser tomber, et qu'à l'âge de 100 ans, une nouvelle dentition flambant neuve ferait son apparition dans leur bouche. Je vous laisse imaginer l'état de leurs dents. Alors que la petite Katie n'est âgée que de 2 ans, elle tombe très malade et elle se met à vomir à répétition. Et Bala va rapidement perdre son sang-froid face à cela. Il va lui hurler dessus, la battre et finir par la forcer à manger son propre vomi. La vie pour absolument tout le monde à l'intérieur de la maison, mais surtout pour Katie, était un véritable enfer. Tous les jours, le groupe de femmes se levait aux aurores pour faire le ménage, préparer les repas de Bala et surtout pour le servir. Et comme si les choses n'étaient pas déjà assez difficiles comme cela, elles étaient en constante rivalité, car elles souhaitaient toutes être la petite préférée de Bala, et elles étaient prêtes à tout pour cela. Le plus grand honneur que pouvait leur faire Bala était de mettre en marche la douche pour lui ou de la fermer une fois qu'il avait terminé sa toilette.
Et quand je vous dis qu'elles étaient prêtes à se battre pour cela, c'en était arrivé au point où elles passaient leur journée entière à s'observer les unes les autres, et dès que l'une d'entre elles était observée en train de faire quelque chose n'étant pas autorisé par la secte, alors les autres allaient le répéter à Bala dans l'espoir de gagner des points auprès de lui. Résultat, la personne ayant désobéi se retrouvait sévèrement battue et parfois privée d'eau chaude, de nourriture ou d'électricité durant des semaines entières. Toute leur journée était planifiée d'avance du lever au coucher, incluant toutes les tâches dont elles étaient responsables et incluant même leur pause toilette. Elles avaient littéralement droit à 4 minutes de pause toilette par jour. 2 minutes le matin, 2 minutes l'après-midi. C'est tout. Les années passent et Katie n'est maintenant plus un bébé mais une petite fille. Une petite fille vivant recluse, n'ayant jamais eu accès au monde extérieur et n'étant jamais entrée en contact avec d'autres êtres humains que ceux de la secte. Katie n'avait pas la moindre idée de ce qu'était l'école. Elle n'avait même jamais eu de contact physique avec un enfant de son âge, et s'amuser lui était totalement inconnu. Et elle vivait constamment dans la peur. Celle de faire quelque chose qui pourrait contrarier Bala, ou encore de se retrouver livrée au monde extérieur. Car Bala n'avait fait que lui répéter année après année que si elle se retrouvait un jour en dehors de la maison, alors elle serait assassinée en l'espace de quelques minutes seulement, et que le seul endroit où elle se trouvait en sécurité se trouvait à ses côtés, à l'intérieur de la maison. Et à l'âge de 7 ans, justement après avoir désobéi à l'une des règles ridicules de Bala, elle se retrouve punie, et elle reçoit comme punition d'écrire à l'intérieur de son journal une liste de règles à laquelle aussi bien elle que les femmes de la maison doivent se plier. Et ces règles impliquaient notamment le fait que personne à l'intérieur de la secte, hormis Bala, n'avait le droit d'avoir de contact physique avec Katie. Personne n'avait le droit de l'approcher, de la prendre dans ses bras ou même de lui toucher les cheveux. Ce qui est d'une tristesse folle, car en plus d'avoir passé 7 ans de sa vie seule, sans personne pour la réconforter, sa propre mère, Shawn, passait ses journées entières à côté d'elle, sans jamais pouvoir prendre sa propre fille dans ses bras. Sa fille, qui n'avait d'ailleurs à ce moment-là toujours aucune idée du fait que Shawn et Bala se trouvaient être ses parents biologiques. Ça n'est qu'à l'adolescence qu'elle va commencer à se poser un petit peu plus de questions là-dessus. Elle comprend qu'elle n'a bien évidemment pas pu arriver sur Terre comme par magie, et que ses parents se trouvent quelque part. Mais qui sont-ils? Ça, elle n'en a pas la moindre idée. Tout ceci va alors peser énormément sur ses épaules, en plus de son isolation qui était déjà très difficile à vivre pour elle. Et la jeune Katie va tomber dans un état dépressif terrible. Elle passe ses journées à observer les gens passer dans la rue au travers de la fenêtre, à se demander à quoi la vie ressemble pour eux. Elle va commencer aussi petit à petit à douter de plus en plus de tout ce que Bala lui avait enseigné au fil des années. Est-ce qu'il était réellement aussi puissant qu'il le disait? Et est-ce que le monde extérieur était si dangereux que cela? Ce qu'elle ne savait pas encore à ce moment-là, c'est que Shawn vivait exactement les mêmes questionnements de son côté. Son état de santé mentale se détériorait constamment. Elle se renfermait de plus en plus sur elle-même et commençait aussi à questionner les soi-disant pouvoirs supérieurs de Bala. Et au cours de l'année 1996, la veille de Noël, elle décide de prendre la fuite. Par le passé, 2 membres avaient été capables de quitter la secte et n'étaient jamais revenus. L'une d'entre elles avait été rattrapée par Bala alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux et avait été très sévèrement battue pour avoir tenté de s'enfuir. Mais elle avait fait une seconde tentative quelques mois plus tard qui avait cette fois-ci été concluante. Shawn va alors prendre son courage à 2 mains et alors que Bala a le dos tourné, elle ouvre la porte d'entrée de la maison et s'enfuit. Malheureusement cependant, Bala va être plus rapide qu'elle. Il va être capable de la rattraper et il va la battre sévèrement avant de la ligoter, de la bâillonner et de la maintenir de force sur le sol jusqu'à ce qu'elle se calme. Et seulement une fois Shawn totalement silencieuse, il accepte de la détacher. Et quelques minutes plus tard, Shawn se jetait depuis la fenêtre de la salle de bain de la maison, située au 2e étage. Elle est immédiatement emmenée aux urgences et va être plongée dans un coma. Un coma dans lequel elle va rester un total de 7 mois avant de finir par perdre la vie. Bala va bien évidemment se garder de discuter de cela avec qui que ce soit. Et il va même demander à l'une de ses fidèles d'appeler la famille de Shawn et de leur dire qu'elle avait décidé de quitter l'Angleterre pour aller voyager au travers de l'Asie. Ce que sa famille va croire durant plusieurs années. Et le pire dans tout ça, c'est que Katie n'avait à ce moment-là toujours pas la moindre idée que Shawn était sa mère biologique. Elle avait vécu 14 ans aux côtés de sa mère sans même le savoir. Ça n'est que quelques années après la mort de Shawn qu'elle va finir par apprendre la vérité.
La disparition de Sean a été déclarée comme étant une mort auto-infligée. Mais cependant, certaines personnes ayant été présentes à ce moment-là à l'intérieur de la maison restent à ce jour encore persuadées que Bala l'aurait en réalité poussé du haut de la fenêtre en punition pour sa tentative de fuite. Ils ne sont à ce moment-là plus que 7 à l'intérieur de la maison. La vie va reprendre son cours, de même que les abus et la violence. Et environ 8 ans plus tard, une autre tragédie frappe. Oh, l'infirmière malaisienne va très violemment se frapper la tête contre la porte d'une armoire étant restée ouverte à l'intérieur de la cuisine. Elle réalise immédiatement que quelque chose ne va pas du tout et qu'elle a besoin de voir un médecin très rapidement. Ce qui, bien évidemment, va lui être catégoriquement refusé par Bala. Et seulement 24 heures plus tard, elle perd tragiquement la vie d'un accident vasculaire cérébral des suites de ses blessures. Une seconde mort sous son toit, que Bala va tenter d'étouffer, et qu'il va surtout utiliser dans ses tactiques de manipulation. Il ne cesse de mentionner les morts de Sean et de Ho comme des exemples de ce qui arrive lorsqu'on ne lui est pas fidèle à 100%, pour créer un climat de peur encore plus fort, et surtout pour renforcer l'idée qu'il a effectivement le pouvoir de vie et de mort, comme il le clame depuis maintenant de longues années. Ce qui va effectivement fonctionner. Mais le problème, c'est que cette tactique va en réalité avoir l'effet inverse. Car à ce moment-là, les 7 femmes sont absolument pétrifiées de peur, et elles ne cessent de se dire qu'elles sont peut-être la prochaine, et qu'il leur faut maintenant fuir aussi vite que possible. Et c'est Katie qui, quelques mois plus tard, du haut de ses 22 ans, va prendre son courage à deux mains et décide de partir. Elle fonce alors vers la porte d'entrée, elle l'ouvre et elle court aussi vite que possible jusqu'au premier passant qu'elle croise. Elle lui demande alors de l'aide et lui explique avoir fui de chez elle. Mais le problème, c'est qu'avec le peu de vocabulaire qu'elle possède à ce moment-là, elle est incapable d'expliquer réellement ce qui se passe et surtout le danger de la situation dans laquelle elle et 4 autres femmes se trouvent à ce moment-là. Le passant, qui est totalement confus, lui conseille de se rendre dans une station de police et lui indique le chemin à suivre. Katie s'exécute. Mais de nouveau, une fois face aux agents de police, elle est incapable de se faire comprendre correctement. Les policiers vont lui demander son adresse, une question à laquelle Katie est totalement incapable de répondre. Elle va donc tenter de décrire du mieux qu'elle le peut l'endroit où se trouvait sa maison et ce qu'elle était capable de voir depuis la fenêtre de sa chambre. Mais alors qu'elle pense que les policiers sont en train de lui venir en aide et qu'ils vont se rendre chez elle pour arrêter Bala, c'est en réalité une situation totalement différente qui se passe. Car ils vont effectivement contacter Bala, mais ils vont lui demander de se rendre immédiatement au poste de police pour récupérer Katie, qui semble s'être perdue. Bala déboule quelques minutes plus tard seulement à l'intérieur du poste de police, s'excuse auprès des policiers pour le dérangement et récupère Katie qui l'emmène de force avec lui. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit et pourquoi est-ce qu'elle a accepté de repartir à ses côtés. Mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, Katie est totalement terrifiée, car elle est persuadée que soit Bala, soit Jackie, la machine invisible, s'apprête à la tuer pour avoir tenté de prendre la fuite. Elle reste donc silencieuse et suit Bala jusqu'à cette maison à l'intérieur de laquelle elle venait de passer 22 ans en captivité. Et je vous laisse imaginer les violences absolument terribles dont elle a très probablement été victime à la suite de cet événement. Les années passent et les choses restent exactement les mêmes. Katie est maintenant âgée de 30 ans et son état dépressif n'a fait qu'empirer avec le temps. Mais cette année-là viennent aussi s'ajouter de sérieux problèmes de santé. Elle n'a pas la moindre idée de ce qui lui arrive, mais elle se sent sans arrêt extrêmement affaiblie et va perdre énormément de poids très rapidement. Un état de santé qui inquiète énormément les autres femmes de la maison. Elles vont tenter de convaincre Bala de la laisser voir un médecin, ce qui va être comme toujours catégoriquement refusé et accompagné de sévères punitions juste pour avoir osé le demander. Et finalement, au mois d'octobre de cette même année, Josie décide d'agir. À ce moment-là, Bala commençait à se montrer un petit peu plus laxiste et il laissait même de temps en temps certaines femmes quitter la maison, notamment pour aller faire les courses. Et Josie avait justement reçu ce droit. Une fois par semaine, elle avait 30 minutes devant elle pour se rendre jusqu'à la supérette la plus proche de la maison et acheter absolument tout ce que Bala avait inscrit sur une liste. Et Josie avait discrètement commencé à conserver la monnaie que le caissier lui rendait, dans le but d'acheter un téléphone portable. Une fois la somme d'argent nécessaire récoltée et l'appareil en main, elle compose un numéro de téléphone d'urgence qu'elle avait vu à la télévision dans un documentaire sur les mariages forcés. Elle patiente quelques instants et quelqu'un décroche. De l'autre côté du téléphone se trouve Yvonne Hall, une employée de l'organisation Palm Cove Society, venant en aide aux personnes se trouvant dans une situation d'urgence.
Josie lui dit alors ne pas avoir beaucoup de temps devant elle, mais elle lui explique brièvement la situation et lui parle notamment de Katie, qui se trouve être gravement malade et qui est enfermée à l'intérieur d'une maison du quartier de Brixton depuis maintenant 30 ans, avec l'interdiction de voir un médecin. Et Yvonne ne va pas avoir besoin d'en entendre plus pour savoir qu'il s'agit là d'un cas très sérieux. Les deux femmes conviennent alors ensemble d'un plan. Chaque semaine, à la même heure, Bala et sa femme Chanda s'absentaient de la maison pour aller faire des courses ensemble. Ils ne partaient jamais très longtemps, mais c'était suffisant cependant pour planifier une fuite. Yvonne contacte alors la police. Elle leur explique la situation et leur demande d'être présents à ses côtés lorsque les prisonnières de Bala allaient quitter la maison ce jour-là. Et le 18 octobre 2013, Bala et Chanda partent de la maison sans se douter de quoi que ce soit, tandis que la police et Yvonne sont cachés à l'intersection de leur rue. Et seulement quelques secondes plus tard, Katie, Josie et Aïcha les rejoignent, totalement sous le choc de ce qu'elles viennent de faire. Katie ne s'est jamais sentie aussi libre et en sécurité qu'à ce moment-là. Pour la toute première fois, les trois femmes s'enlacent sans avoir peur des représailles de Bala. Yvonne et son association vont les prendre toutes les trois sous leurs ailes et leur offrir un logement. Et seulement quelques mois plus tard, Josie et Aïcha sont totalement capables de subvenir à leurs propres besoins et vont pouvoir déménager dans leur propre appartement. Les choses pour Katie étaient un petit peu plus difficiles. Elle devait littéralement tout apprendre de zéro. À l'âge de 30 ans, elle était incapable de faire ses courses toute seule, de traverser la rue ou encore de prendre les transports en commun. Elle va passer une année entière au domicile d'Yvonne et de son mari qui vont l'épauler dans ses tâches du quotidien. Et finalement, après 1 an entre de très bonnes mains, elle est enfin capable de prendre son indépendance. Et c'est justement à ce moment-là qu'elle change officiellement de prénom pour celui de Katie, et elle va reprendre des études en mathématiques et en anglais. En ce qui concerne Bala et sa femme, eh bien, après leur arrestation, ils ont tous les deux été libérés sous caution, tandis que l'enquête se poursuivait. Chanda Patni est finalement remise en liberté quelques mois plus tard par manque de preuves contre elle, tandis que son mari, Aravindan Balakrishnan, est inculpé de multiples infractions, telles que 4 chefs d'accusation pour agression sexuelle, 19 chefs d'attentat à la pudeur, 1 chef de séquestration et 1 chef de cruauté envers une personne mineure. Et le 29 janvier 2016, il est condamné à une peine de prison ferme de 23 ans. Ce que je trouve totalement fou. Il a gardé sa propre fille prisonnière durant 30 ans et 4 autres femmes durant environ 40 ans. Et pour cela, il reçoit une peine de 23 ans. Comment est-ce que sa peine peut être moins longue que celle de ses victimes ? De plus, il n'a jamais été tenu responsable de la mort de Okar Eng et aucune enquête supplémentaire n'a eu lieu concernant celle de Sean Davis. Sa femme Chandra et Josie vont toutes les deux soutenir Bala et protester pour demander sa libération. Après sa fuite, Josie s'en est terriblement voulu d'avoir tourné le dos à Bala et a décidé de lui offrir son support. Il ne faut pas oublier qu'elle a passé environ 40 ans de sa vie enfermée aux côtés de Bala à obéir à ses ordres et à ses règles. Je pense que le fait de s'être retrouvée libre du jour au lendemain a dû être un énorme choc pour elle. Même si je ne supporte pas sa décision, je la comprends et je la respecte. Mais ce qui est réellement le plus frustrant dans cette affaire, c'est qu'après seulement 6 ans de prison, Aravindan Balakrishnan va perdre la vie à l'âge de 81 ans de cause naturelle. Il n'aura même pas servi la moitié de sa sentence. Mais ce sur quoi il est réellement important de se concentrer, c'est le fait que Katie vive aujourd'hui une vie heureuse et qu'elle ait réussi à se reconstruire. Elle a partagé son histoire dans de nombreuses interviews et documentaires et elle affirme aujourd'hui ne pas en vouloir à Bala pour ce qu'il lui a fait subir et avoir réussi à trouver la force en elle de le pardonner pour son propre bien-être. Elle dit, et je cite, « Nelson Mandela disait qu'on reste en prison tant qu'on nourrit colère, haine et amertume. Il n'y a donc pas de place pour cela dans ma vie. J'aurais même été prête à me réconcilier avec lui si j'en avais eu l'occasion. » Et Katie a aussi depuis écrit un livre, The Girl in the Shadow, dans lequel elle partage son histoire et les détails de sa vie en captivité au sein d'une secte. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. N'hésitez pas à me laisser vos opinions dessus en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous laisse le lien de mon compte dans la barre de description de la vidéo. Et si vous aimez écouter ces histoires mais plutôt sous forme de podcast, vous pouvez aussi retrouver mon podcast sur Spotify, même chose, le lien est en description. Un immense merci encore à Babel d'avoir rendu cette vidéo possible. Et n'oubliez pas, grâce au lien que vous allez retrouver dans la barre de description, vous pouvez dès aujourd'hui bénéficier d'un rabais allant jusqu'à moins 55% sur votre abonnement Babel. Et sur ce, je vous dis à très
très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!